Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vraiment ravis d'avoir la chance de donner la bienvenue à notre séminaire aujourd'hui à notre ami et collègue David Valerio Gaia de l'Université fédérale, Universitaire fédérale de Rio de Janeiro, UFERJ, où il a été professeur d'histoire ancienne depuis 2014. David est un historien de Rome ancienne, spécialement, mais pas seulement de la République romaine. Il s'est formé évidemment au Brésil et en France, à Paris, où il a obtenu une licence d'histoire à l'Université de Paris 8, et où il a aussi achevé son master en histoire économique et sociale à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Jean Andreau, qui a aussi été un de ses directeurs de thèse, disons, avec Jean-Michel Carrier et Norberto Guarinello, une thèse qu'il a complétée en 2013 en doctorat en histoire économique et sociale à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'USP, à l'Université de São Paulo, au Brésil. Et David s'occupe surtout de l'économie, de l'histoire économique de la Rome républicaine, les dettes, les dévaluations, les crises économiques et financières, mais pas seulement dans une perspective étroitement économique, mais aussi dans une perspective plus large, en explorant les interactions entre les phénomènes, les développements économiques et les développements sociaux et politiques. Nous portant vraiment au carrefour entre des thèmes historiques qui normalement sont considérés en isolation l'un avec les autres. Aujourd'hui, il nous présente une recherche en cours sur un problème d'histoire économique, d'histoire financière, mais évidemment aussi d'histoire sociale. Les femmes et le prêt d'argent à Rome, la Faeneratrix. David, à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier mes chers collègues Federico Santangelo et Mattia Balbo pour cette invitation qui est un honneur pour moi, et aussi les féliciter pour l'organisation de ce séminaire en ligne qui apporte tellement de contributions à notre champ d'études et qui nous permet d'être ici sans le déplacement dans cette période de pandémie. Et je voudrais saluer aussi les auditeurs qui sont présents et ceux qui regarderont après sur YouTube. Bon, pour cela, je voudrais tout d'abord m'excuser très sincèrement de ne pas vous parler en anglais, puisque nous sommes en Angleterre. Mais je ne veux pas blesser les oreilles si sensibles avec mon anglais. Donc, j'ai choisi de parler le français. Et ça fait longtemps aussi que je ne parle plus depuis cette pandémie, mais bon, je vais essayer et je peux répondre en italien, espagnol, français et en anglais plus ou moins. Bon, cette communication, elle fait partie d'une petite contribution à laquelle je suis en train de formuler pour le projet Euricleia, celle qui avait un nom, de l'Université de Paris, coordonnée par Violaine Sebeyot, et à l'Université de Rio, coordonnée par Claudia Beltrão, qui est présente. Bonjour, et auquel je suis très reconnaissant. Bon, les femmes et le prêt d'argent, les Faeneratrix. Je vais partager mon texte en 3 parties. Une introduction, une présentation du crédit entre les femmes riches et quelles considérations du crédit entre les femmes pauvres, pour enfin aborder le cas des Faeneratrix, qui est au centre de notre analyse. Je commence par l'introduction. Le tableau de l'insertion des femmes dans les activités économiques et financières est souvent présenté d'une façon assez pâle, sans couleur, même triste. Il y a toujours une insistance sur la femme casta, pia, lanifica, domicile. Nous sachons que les femmes, surtout à la fin de la République, ont joué un rôle plus important dans le domaine économique et financier que celui que nous avons appris dans les manuels d'histoire économique qui très rarement citent les femmes.
c'est comme si elles n'existaient pas. Carlo Cipolla, dans son Historia Economica, nous convainc que l'histoire économique doit être aussi sociale. Il ne pas s'occuper, qu'on ne doit pas s'occuper uniquement de la narrative des faits économiques, mais aussi il faut s'occuper de l'histoire des hommes, des femmes, des institutions dans leur contexte politique, culturel. C'est l'histoire qui bouge, enfin, une histoire vivante. À propos des femmes et de la vie économique, il y a plus de sources que l'on pense et quelques-unes ignorées des chercheurs dont les recherches peuvent apporter des grandes contributions à l'étude du genre et de l'histoire économique et sociale. Dans ce texte, je vous parlerai à propos du prêt d'argent et des femmes, mais il y a un état d'autres éléments économiques autour des femmes qui peuvent être aussi étudiés, car le renouvellement des questions, des problématiques, ainsi que la découverte de nouvelles sources ou des différenciations du sens des mots, nous pouvons constater dans la documentation la présence de femmes dans le monde du travail, du commerce, des finances. Il faut insister dans cette direction. Excusez-moi. Malgré la grande possibilité d'études des femmes dans d'autres domaines de la vie économique, j'ai choisi plutôt le financier. Pour étudier ces femmes et leur rôle dans le monde de l'argent, du crédit, il faut bien distinguer a priori trois groupes. Le groupe des riches femmes qui ne faisaient pas de l'activité économique une profession, entre guillemets, les femmes plus pauvres qui prêtaient de l'argent occasionnellement et en petite quantité, comme de prêts à la petite semaine, et en dernier, ce qui nous intéresse le plus, les femmes qui s'y comportaient, entre guillemets, comme des professionnels dans le marché du crédit, les veneratrices ou bien les argentarias, même si l'on les connaît très mal. À propos des activités des femmes, comme elles n'étaient pas vues comme honorables, à propos des activités financières des femmes, comme elles n'étaient pas vues comme honorables, mais plutôt comme mauvaises, sordidus, pour employer un mot de Cicéron, les auteurs romains n'ont pas consacré des textes à leurs propos. Donc, on les connaît très mal, et souvent par le biais des métaphores, des citations indirectes, des indices, ou par l'utilisation du mot veneratrix avec un sens très péjoratif. Dans ce texte, nous nous intéressons plutôt à ce groupe de veneratrix. Mais pour que l'on puisse développer l'analyse générale, il faut très rapidement en parler des deux premiers groupes, c'est-à-dire l'activité des femmes plus riches et les plus pauvres. L'activité de prêter d'argent était si répandue à Rome qu'il l'on y trouve quelques cas importants de femmes des hautes couches sociales qui prêtaient de l'argent à intérêt. Les femmes riches ont une place pas négligeable dans l'affaire de l'argent, dans le commerce maritime, surtout dans le financement de la vie politique des grands hommes. Un des plus grands soutiens financiers de Cicéron était sa femme, Terentia, mais sa plus grande source d'emprunt d'argent était son amie Querelia, une femme très riche qui lui a prêté des sommes importantes. Atticus le critiquait pour devoir tant d'argent à Querelia. C'est vrai aussi qu'une importante ressource financière de Pline le Jeune était sa belle-mère. Il y a beaucoup de cas à citer, mais ces femmes riches n'étaient pas des professionnels de la vie financière. Elles prêtaient comme les sénateurs et des chevaliers dans leur couche sociale, mais sans pourtant, comme eux d'ailleurs, négliger le prix de l'argent, le gain, c'est-à-dire les intérêts. L'étude des femmes en tant que créancières et débitrices contribue beaucoup pour comprendre le désir d'émancipation féminine, les limites de la tutelle, les limites de l'auctoritas masculine et aussi le discours misogyne des moralistes romains qui présentaient les femmes débitrices comme perfides, dont les dettes pouvaient donner preuve de leur infériorité. C'est le cas des Sallustes qu'on nous présente la conjuration catilinaire, qui ont été étudiées par Marina Ionatou dans les affaires financières de Cicéron, l'affaire d'argent de Cicéron, dont il dit « C'est la faiblesse des esprits des femmes,
liberquilitamentes, qui expliquent leur propension à la luxúria, source première de leurs dépenses prodigieuses. Selon Ionatou, les femmes au 1er siècle commencent à occuper le devant de la scène et à s'affranchir progressivement des tutelles familiales. À la fin de la République, ces femmes sont les véritables maîtresses et propriétaires de leurs dot. Et le désir d'autonomie s'expresse aussi dans le domaine financier. Pour cela, nous voyons une grande quantité de femmes riches qui sont des grandes débitrices et aussi créancières. Sempronia, l'épouse de Brutus, la riche et intelligente Fulvia, débitrice d'Atticus, Claudia, épouse de Cécile Metellus-Quelle, et Terentia, riche héritière des familles des Varons. Les cas sont très nombreux, ils doivent être étudiés un par un pour voir comment ça fonctionne, le monde des finances entre ces femmes riches qui étaient louées par les hommes, par les écrivains, lorsqu'elles étaient créancières, mais qui étaient vues comme des vraies femmes prodigues, criminelles, ayant perdu toute mesure vertu lorsqu'elles étaient débitrices. Elles doivent être étudiées à partir des impacts de la Deuxième Guerre punique et après les guerres civiles, qui ont augmenté le pouvoir des femmes qui se voyaient, dans beaucoup de cas, riches et seules. C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour changer le sujet de l'histoire et ne pas plus parler uniquement des affaires financières de Cicéron, de César un tel, mais aussi des affaires financières de Querelle, Terentia et autres. Dans l'élite, les Romains ne tiraient ni tous leurs revenus, ni toute leur fortune du prêt d'argent, bien sûr. Il était souhaitable d'avoir un équilibre entre l'investissement de la terre, la production plus honorable, et l'argent investi dans le prêt. Car cette économie, surtout à la fin de la République, fonctionnait comme une balançoire à bascule. Car au moment des crises, le prix d'argent variait en fonction au prix de la terre, comme l'a montré Adam Smith, par exemple, dans Les richesses de la nation. Pour les ordres dirigeantes, le prix d'argent était aussi comme une stratégie de manœuvre politique, comme une façon de créer une relation de clientélisme, de patronat, une relation de dépendance, car un débiteur doit en quelque sorte être reconnaissant à son créancier, surtout si lui a prêté l'argent à un taux d'intérêt plus bas. Donc, si une femme était créancière, il faut chercher plus profondément ces liens de dépendance, car ils sont très importants pour comprendre la politique de la société romaine. Dans l'autre bout de la ligne, nous avons les femmes les plus pauvres, qui faisaient aussi, elles, bouger le microcrédit dans leur région. Les cas ne sont pas nombreux. Et dans cette présentation préliminaire, a été faite à partir de l'étude des prêts des femmes à la petite semaine, c'est-à-dire des prêts à courte échéance. Il s'agit des inscriptions qui sont dans la maison Gragno-Romain à Pompéi, qui ont été étudiées par Jean Andro dans les affaires de M. Jocondus, Garcia Garrido et récemment pour Carmen Lazaro Guillamon. À propos du rôle de ce prêteuse d'argent dans le prêt à la petite semaine, il faut savoir que ce type de prêt, le prêt de très court terme aux pauvres, en ville comme à la campagne, comportait souvent des intérêts très hauts. Il est pareil pour le prêt in natura, par exemple. Jean Andro a bien montré dans son livre « Les affaires de M. Jocondus » les traces de la présence de ces prêteuses d'argent qui prêtaient des sommes pour quelques semaines ou quelques mois à des taux très élevés. Quelles sont ces inscriptions et dans quel contexte elles se retrouvent? Portaient-elles le nom des femmes et le mot vénératrix, par exemple? Bon, il s'agit des graffiti du Corpus Scriptiano Latinaro, le volume 4, qui concerne Pompéi. J'ai choisi que 3 parce qu'elles sont très petites et de très facile compréhension. Et je ne vais pas trop développer sur ces inscriptions parce que je vais travailler sur les vénératrix. La première, c'est dans le volume 4, 8203. Elle décrit que le 15 juillet, il fut donné à une telle Faustilla 2 boucles d'oreilles pour deux deniers. Et elle a déduit l'intérêt d'un as de bronze sur le total de 30 as qui lui ont été donnés à la fin. Bon,
Et j'ai fait le calcul et aussi ce calcul des intérêts a été fait par d'autres personnes parce que ces inscriptions sont étudiées par tout le monde qui s'intéresse à ces sujets et il y a une certaine excusez-moi, compréhension que l'intérêt est de 6,25% par mois. C'est-à-dire c'est un intérêt très usuraire si on pense par an. L'autre inscription, elle va dans le même sens, c'est le 8204 et elle montre que la même Faustila a reçu au 4 juillet une veste grande avec un capuchon et une autre petite pour la valeur de 50 sesterces. Ce sont des petites quantités. Et elle a déduit les intérêts de 12,5 as de bronze. L'intérêt, c'est pareil, c'est de 6,25%. La dernière, il y a une autre personnage, c'est le CIL 4528, qui présente que Vetia devait 20 deniers à 12 as d'intérêt et qu'elle a reçu de Faustila 15 deniers à un intérêt de 9 as. L'intérêt calculé était de presque 4%. Et je l'ai présenté, c'est pour connaître plus ou moins la diversité de l'actuation des femmes dans les différents types de marchés, entre guillemets, les marchés. Qu'est-ce que c'est que nous connaissons de Vetia et Faustila? Très peu, malheureusement. Vetia n'apparaît que dans ses inscriptions, alors que Faustila, elle bougeait plus dans tout son pays. Elle apparaît dans d'autres inscriptions avec des contextes très différents. Il s'agit d'un document de la vie quotidienne qui est très objectif dans son propos. Il fonctionne en quelque sorte comme un contrat improvisé d'un graffiti en attestant du prêt et le gage. Ce n'était pas une action professionnelle. Ça se passe entre 41 et 54 après Jésus-Christ. Ces graffitis ne mentionnent pas le mot vénératrix, mais la non-existence du mot ne nie pas leurs activités financières liées au microcrédit. Ce sont des petits prêts sans un grand impact économique dans ma vision, mais ils sont importants pour comprendre la question sociale et culturelle, car ils montrent la diversité des transactions financières qui se présentent dans toutes les couches sociales, comme les femmes riches, présentées rapidement, et aussi dans les milieux plus pauvres. Alors, malheureusement, on ne peut pas tellement approfondir dans ce milieu parce qu'il y a très peu de documents. Il y a d'autres inscriptions, d'autres graffitis que je n'ai pas analysés, mais ils ne sont pas nombreux. Alors, le deuxième cas, le troisième cas, c'est celui des Vénératrices. Bon, maintenant, je vais me consacrer sur le troisième groupe, celui qui est central de notre analyse, qui est le cas des Vénératrices. Le mot Vénératrix désigne une femme spécialisée dans le prêt d'argent, la prêteuse d'argent qui pouvait, ainsi comme le vénérateur, être professionnel ou non, si le mot est utilisé d'une façon péjorative. On va voir. À propos des hommes vénératores, on connaît quelques exemples dans les textes latins, mais malheureusement, le mot vénératrix y apparaît très peu. 3 fois dans toute la littérature latine. Plaute a écrit une pièce nommée Vénératrix, qui n'est pas arrivée à nos jours, malheureusement. Mais nous savons pour cela que le mot et leur activité étaient courants autour du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, avant de la République, que nous avons des traces plus concrètes. Varron fait une discussion sur le mot, mais sans pourtant mentionner l'activité de la prêteuse d'argent. La discussion de Varron reste autour de l'utilisation graphique entre ae ou e, faénératrix ou fénératrix. Et Varron, pour cela, il cite un exemple de Plaute. Mais je pense que si Varron a choisi ce mot,
C'est parce qu'il était bien probablement très courant et connu du public. Quelques siècles après, Holgel, tout en citant le texte de Varron, constate que le mot Phénus dérive du mot fœtus. Phénus dérive de fœtus. C'est ainsi dire, le produit de fœtus, c'est la fettura, d'un argent qui fructifie et qui s'accroît, comme le fœtus, dans le ventre de la mère. Aussi rapporte-t-il que Caton et tous ses contemporains prononçaient Fenerator, sans la lettre A, comme c'est le cas de la prononciation des termes fœtus et fecunditas eux-mêmes. C'est juste une question étymologique, une question de prononciation pour qu'il utilise ces mots. Dans les Nuiatiques, Holgel nous présente une étude singulière du mot Phénus qui peut être utilisée pour comprendre le contexte du mot Phénératrix. Holgel discute quelques mots que le grammairien Cloatius Verus présente comme originaires de la langue grecque. Selon Holgel, Verus présente ces mots avec beaucoup de légèreté et de façon assez choquante. Sur le mot présenté par Verus dans les livres intitulés « Termes qui nous viennent des Grecs », ouvrage malheureusement perdu, Holgelus s'intéresse surtout au mot « Fenerator ». Il s'attache aux idées de Varron, qui écrit dans son œuvre intitulée sur la langue latine que le mot Fenerator dérive du mot Phénus, lui-même dérive du mot fœtus. Selon Varron, le Phénus est à considérer comme une espèce de grossesse, comme je l'avais dit, de l'argent accouchant et croissant, c'est-à-dire que l'argent prêté augmente en valeur avec le temps. C'est l'intérêt. Après la fécondation, l'intérêt, environ 12 mois sont nécessaires pour que l'argent accouche et qu'il rapporte un profit à son propriétaire. Il est romain appelé des Phénus ou usura. Peut-on vraiment ainsi penser que le mot Phénus a une liaison avec le mot fœtus? Au premier bord, il paraît difficile de croire Varron, car il y a un grand écart entre les mots. Et dans le dictionnaire étymologique de la langue latine, Ernoult et Meillet présentent le mot Phénus tout en citant Holgel, mais sans donner leur avis sur les propositions de Varron à propos du lien entre les mots Phénus et fœtus. Cependant, c'est l'étude de Mille Benveniste dans son œuvre Le vocabulaire des institutions indo-européennes, c'est lui qui nous montre que le mot Phénus prend intérêt dans le radical et fait appartient au groupe fecundos, fetus, fecunditas, fetura et même le mot félix et féminin. Mots qui sont bien différents, mais qui ont en commun le même radical fait. Ils veulent donner l'image de croissance, de création, on pourra dire de fécondité, de prospérité. Et féminin y est inclus. Celui-ci répond au radical grec fait. Selon Ernoult et Meillet, ces mots transmettent aussi la notion relative à propriété. Et selon Benveniste, Phénus évoque la même image que le mot grec tokos. L'intérêt est comme l'enfant par l'argent. Donc, en ce sens, Benveniste suit Varron dans la liaison entre Phénus et fœtus. Le mot Phénératrix, il apparaît aussi chez Festus, page 372, ligne 39, mais sans aucune information de plus. Le témoignage le plus connu est celui de Valère Maxime, que nous allons voir ci-dessous, car ce témoin, malgré son énonciation très péjorative, peut nous ouvrir une fenêtre pour l'observation du mot et aussi de l'activité féminine dans la Rome antique. Valère Maxime nous présente une histoire assez intéressante et atypique qui se passe au 1er siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la République, environ 78, entre un nommé Vicelius Varron et Octacilia, l'épouse d'un sénateur latérensis, qualifié dans le texte par le mot Phénératrix. Valère Maxime raconte que Varron, étant tombé gravement malade, a consenti à se reconnaître débiteur
de 300 000 sesterces, 30.000 numum, envers Octacilia, dans l'intention que, s'il venait à mourir, elle pourrait exiger cette somme de ses héritiers. Et c'était ainsi, elle était comme ça, soutenue par la loi romaine. Elle était devenue alors la créancière de Varron et pas l'héritière. En réalité, selon Valère Maxime, les amis, entre guillemets, avaient un commerce charnel, des diamants. Cependant, malgré l'attente et pour la tristesse d'Octacilia, dit Célius, il s'échappa à cette maladie. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort en ce moment de cette transaction financière fictive. Bon. Octacilia, ne pouvant pas toucher cette grande somme d'argent, étant fort irritée, elle a renoncé le rôle d'amie complaisante pour se conduire, dans les mots de Valère Maxime, en prêteuse d'argent, une pénératrix impitoyable. Ex amica obisequenti, subito districtum peneratricem agrequepit. Selon Valère Maxime, elle lui demanda le paiement d'une somme qu'elle avait cherché à obtenir par une conduite sans pudeur et par un contrat de dette tout à fait fictif, qu'en droit romain on peut qualifier de mauvaise foi, vu qu'elle devait demander cette dette aux héritiers. Apparemment, il ne l'a pas payée et elle a fait un procès en justice pour recevoir une dette qui n'a jamais existé. Est-ce qu'elle a obtenu une sentence favorable? Bon, un grand nombre du droit de l'époque a été choisi pour juger le cas. Et selon la gravité et la difficulté de ce cas, le juriste Caius Aquilus Gallus, très connu, a dû consulter les citoyens les plus honorables de la République. Il a décidé de rejeter la plainte d'Octacilia. Elle n'a pas eu son argent entre guillemets. Au contraire, à la fin du procès, elle a été condamnée par adultère et non pour lui avoir prêté de l'argent. Selon Valère Maxime, le juriste a soutenu que Varron aussi a eu tort. Et s'il était possible de le punir, il aurait fait. Selon Valère Maxime, ce procès privé a été le plus connu chez les Romains. Par ce texte, on voit une question intéressante, car Octacilia a été condamnée par son adultère et non pas pour des questions du prêt, qui d'ailleurs, ni à l'époque d'Octacilia, à la fin de la République, ni à l'époque de Valère Maxime sous Tibère, le prêt n'était pas interdit. Il faut souligner que ce n'était pas un contrat entre créancier et débiteur, mais un légat testamentaire qui se faisait passer par un contrat de dette, debiti nomini. C'était de la mauvaise foi des deux, d'Octacilia et de Varron, qui à la fin allait punir les héritiers. Et qui était Octacilia? Tout d'abord, nous la connaissons uniquement par ce récit de Valère Maxime. Mais quand on croise les informations avec d'autres données et sources, nous découvrons qu'elle venait d'une famille noble, bien connue à Rome, qu'elle était mariée à Laterensis, un sénateur qui était mort au 54 avant Jésus-Christ, d'après Cicéron. Donc, le fait se passe à cette époque, car Valère Maxime écrit avant cette époque, et il écrit à propos de l'adultère, il mentionne qu'elle était mariée, et pas qu'elle était veuve. Elle était mère aussi de Juventius Laterensis, un homme qui a exercé plusieurs magistratures entre 64 et 43 avant Jésus-Christ, et qui s'est suicidé en cette année, 43. La question la plus importante pour nous, est-ce qu'elle était une fénératrix? Non, certainement pas. Le terme a été utilisé d'une façon péjorative. Le même cas se passait avec les hommes, comme Caton, qui s'est fait juger par Plutarque comme un fénérateur à cause de sa conduite en Sardaigne. Sénèque aussi, qui dans le cas de Suilius l'a accusé de saigner l'Italie, la Bretagne et toutes les provinces à des intérêts exorbitants. Mais cette question, elle était ou pas une fénératrice, malgré son importance, n'est pas cruciale, car indépendamment
du fait d'être ou non une vénératrix, le texte nous donne une meilleure compréhension du rôle des femmes dans la vie financière. Ce texte nous montre clairement une utilisation péjorative du mot envers une femme de sénateur, en attestant son existence et sa connotation négative qui peut être signalée depuis Plaute, car si Plaute l'avait choisi le mot vénératrix pour sa comédie, c'est parce que ça devait faire rire. Même si le prêt était fictif, la présence de la vénératrix comme personnage principal est une réalité. Le récit prouve qu'un prêt de ce type pouvait avoir lieu et qu'il pouvait être réel. Si l'on pense que depuis Plaute, le mot et l'activité circulent et que Varron l'avait choisi pour donner une explication à propos de l'histoire des mots, des prononciations, la présence de la vénératrix était une réalité dans la société romaine. Le préteur urbain Gallus n'a pas été choqué par le prêt. Il était choqué par la mauvaise foi de Varron et d'Octacilia, ainsi que pour l'adultère. Et le prêt n'a pas gêné, apparemment. Bon, pourquoi peut-on défendre alors que ces agents financiers, les vénérateurs et peut-être les vénératrix, étaient importants dans cette société? Bon, alors que les argentarii, les banquiers, connus par le célèbre travail de Jean Landreau, alors qu'ils traitaient des sommes moins importantes d'argent à un public plus démuni et presque toujours dans le cadre des ventes aux enchères, les vénérateurs, ils avaient un autre public. Ils traitaient des montants plus importants, à tel point que Vitruve a écrit un texte pour donner des consignes à propos de la construction de la maison du vénérateur. Ce groupe prêtait de l'argent aussi pour l'élite romaine et les transactions n'étaient pas minces. Après tout, la somme de 300 000 sesterces de Varron à Octacilia sous la forme d'un contrat de dette fictif ne semble pas avoir choqué le prêteur. C'était une quantité importante. Lorsque Cicéron a voulu acheter une maison au Palatin, il est allé chercher de l'argent chez le vénérateur. Il s'est plaint du taux très haut dans une lettre à Atticus. Il est allé chercher. Pendant la guerre sociale, par exemple, les vénérateurs ont tué le prêteur urbain dans un temple et ils ont acheté le silence des témoins qui n'ont pas été jugés. Dans les crises d'endettement, les vénérateurs ne perdaient presque jamais rien d'argent, n'étaient jamais punis. Au contraire, sont eux qui prospéraient au milieu des crises financières. Le commerce des grosses sommes d'argent, supérieures à celles des vénérateurs, n'était possible que dans le cadre des relations intrinsèques de l'élite, sénateur, antisénateur, etc. Le vénérateur et la vénératrix pouvaient prêter, à mon avis, de l'argent à l'élite, le cas de Cicéron avec le vénérateur, mais ils ne faisaient pas partie forcément de l'élite. On pourrait alors avancer que ces groupes de prêteurs d'argent faisaient partie d'un groupe intermédiaire entre l'élite et les argentarii. Et cela n'excluait pas les femmes. Si nous pouvons constater l'existence des vénératrix, que j'ai traduit comme prêteuses d'argent professionnelles, est-ce que peut-on parler aussi de l'existence des argentariae, des femmes banquières à Rome? À la fin de la République, nous n'avons pas d'informations. Mais pour l'étude de l'économie antique, les sources sont toujours très rares et quand on croise le sujet économie avec le genre, ça devient encore plus difficile. Il faut travailler avec le manque. C'est la grande plainte des antiquaisants. Mais ce n'est pas tout à fait faux dire qu'il existait des femmes à la banque, même si l'argument est fragile. Et pourquoi? Bon. En portugais, nous avons une expression qui, si je peux la traduire en français, ça serait comme ça. Où il y a de la fumée, il y a du feu. C'est un texte juridique qui nous parle de l'existence des femmes banquières à Rome. Et pour moi, ce n'est pas un indice, c'est une preuve. C'est le jurisconsulte Callistrate, à l'époque antonine, qui écrit un texte en excluant les femmes des activités de la banque et du change, dans le digeste 2, 13, 12. Les femmes sont exclues de l'office de la banque parce que c'est une activité des hommes.
Ici, plus qu'interdire aux femmes le travail de la banque, le jurisconsulte romain laisse clair que ce travail appartient à l'univers masculin. Alors, ce texte ne fait du sens que si les femmes avaient pratiqué cette activité. Les Romains, dans leur esprit pragmatique, ne créaient pas de lois, ne faisaient de jurisprudence pour des faits qui n'existaient pas. Ce n'était pas une question de rhétorique. Nous n'avons pas de notices de femmes qui travaillaient effectivement dans les banques, mais l'existence de ce texte atteste sa probable existence. Un autre texte du Digeste importe aussi une information de ce type avec un sens encore plus élargi. C'est Tulpien qui a écrit que les femmes devaient s'éloigner des activités publiques civiles. Digeste 50, 17, 2. En matière de droit, l'on sait bien que les jurisprudences et les lois étaient promulguées avec un objectif précis et presque souvent à cause de la récurrence d'un fait. La prohibition atteste le travail des femmes dans ces activités. Malheureusement, nous ne savons pas dans quelle région ces jurisprudences ont été appliquées. Mais, comme j'avais dit, l'argument est fragile. Pour conclure avec ces groupes de femmes, entre guillemets, professionnelles, qui n'appartenaient pas aux hautes couches sociales, il convient de citer dans les tablettes de Murekini, dans les archives de Sulpiki, il y a plus de 20 femmes impliquées dans des transactions financières, mais pas comme banquières, mais comme clientes. Il y a des opinions divergentes, mais je ne vais pas rentrer dans ce propos. Selon Bagnal et Cribior, sur les papyrus d'Oxyrhynte, il est possible de trouver aussi des opérations de crédit liées aux femmes, dont une nommée Roana écrit à Epagatos pour lui conseiller une personne pour la gestion des prêts d'argent. La documentation papyrologique s'agit d'un corpus peu analysé. Dans ce sens, il peut bien évidemment contribuer de façon significative pour la compréhension du rôle des femmes dans la vie économique. C'était en 2006 que François Leroux-Rouxel apportait un éclairage sur ce sujet à partir de la publication de son article « Les femmes et le marché du crédit en Égypte romaine ». Bon, je vais partir à ma conclusion, puis mon temps s'écoule. Alors, l'analyse de ces documents nous montre que les activités financières des femmes doivent être analysées d'une façon spécifique en respectant la place que ces femmes occupaient dans la société romaine, chacune dans son groupe, car elles ont des rôles très différents, tout en étant très importantes pour le fonctionnement social. Tout d'abord, les femmes riches prêteuses plutôt de grosses sommes d'argent entre les gens de leur couche sociale, Quérélia et Cicéron, César, la belle-mère de Pline, Pompée, Quérélina, ou Eumachia, que nous n'avons pas beaucoup d'informations dans ce propos, mais on peut penser que les sommes très importantes. Bon, ces cas doivent être analysés un par un dans son spécificité, car le statut social de ces femmes ne nous permet pas de les identifier autant que argentaries, fénératrix, négociatrix ou simples prêteuses, comme Vetia, Paustilia ou n'importe quel type d'autre professionnel. Si une femme issue d'une origine riche était appelée par le nom fénératrix, il est sûr qu'il s'agissait d'une utilisation péjorative, car nous sommes sûrs de l'existence de ces professionnels, mais on ne peut pas confondre une riche qui prête de l'argent occasionnellement avec une prêteuse d'argent professionnelle. Dans l'univers des mots, le monde des activités masculines et des activités féminines, en plus petite mesure, se ressemblent. Et donc, le sens péjoratif de l'activité, elle est employée aussi par les hommes, pour les hommes que pour les femmes. Dans le même sens, pourquoi pour les hommes, le mot fénérator ne peut-il pas désigner l'activité professionnelle d'un membre des ordres dirigeantes? C'est pareil pour les femmes. Selon Jean Andreau, le statut de travail des notables s'y caractérise par l'absence totale de la notion de travail contraignant, par l'absence de professionnalisme et par le libre choix des activités. L'activité économique est pour les notables un moyen d'assurer les gains, d'avoir des revenus suffisants. Ils ne se distinguent pas nettement à leurs yeux d'autres aspects de la vie sociale. Un sénateur comme un chevalier n'est jamais spécialisé comme un argentarius ou un fénérato. Les notables dans le premier son pouvaient se porter
comme un fénérateur ou une fénératrix lorsqu'ils prêtaient de l'argent, comme Caton, Sénèque, etc., ou Otacilia. Mais ils ne peuvent pas être définis comme un tel. Il est possible que c'est pour cela qu'on ne trouve jamais une inscription concernant un fénérateur ou une fénératrix, car comme c'était une activité pas honorable, il ne convenait pas d'inscrire sur une pierre un tel fénérateur ou une telle fénératrix. Sauf si c'est pour se moquer que l'on trouvera une inscription. Mais il n'y a pas. En ce qui concerne les activités bancaires et leur sémantique, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes à partir des études de données que nous avons. Bon, nous finissons, il y a presque à la fin, j'ai passé un peu. Bon, la deuxième catégorie qui concerne les femmes plus pauvres, qui prêtaient à la petite semaine des basses quantités d'argent, comme c'est le cas des Faustila et Vetia, ce ne sont pas des professionnels, à mon avis, ni des femmes riches, et ces graffitis doivent être analysés dans le cadre du microcrédit dans leur quartier, dans le quartier où elles habitaient. Elles sont intéressantes parce qu'ils montrent la diversité et la diversité des relations de crédit, mais l'impact culturel et social est plutôt plus grand que l'impact économique. Après avoir analysé ces graffitis, la romaniste Guillamon Lazaro soutient en faisant mention à un texte digeste qui interdisait les femmes aux activités bancaires, le texte que j'avais cité, qu'une fois encore, la praxis quotidienne ignore les interdictions et les vétos. Et je ne pense pas qu'il y ait un texte digeste allait régler les relations de ces femmes. Bon. Et les activités masculines d'Argentari et des fénératores, s'ils sont employés pour caractériser une femme, doivent garder, dans mon avis, le même valeur professionnelle. Il y avait bien sûr des femmes argentariae et fénératrix. Nous savons cela à partir des mentions directes et indirectes dans les textes, à partir d'une étude plutôt indiciaire. Le cas concernant les argentariae et les fénératrix, comme nous connaissons l'utilisation du mot dans les textes, qui peut être pardon. Excusez-moi. Ces textes attestent leur existence. L'étude de ces documents nous montre qu'il y avait des femmes qui se consacraient aux activités de crédit dans toutes les couches sociales, de la fin de la République à l'époque impériale. Mais il faut approfondir les études, surtout dans les premiers cas, les femmes plus riches, car ils sont plus susceptibles d'y apporter des contributions. Les documents qui nous présentent les fénératrix et argentariae et d'après la petite semaine sont rares et les conclusions doivent être croisées avec les femmes du premier groupe. Et ces documents ils peuvent être étudiés à l'exhaustion, mais pas le premier groupe des femmes riches. À côté de cela, l'étude des femmes dans d'autres activités, comme le commerce maritime, dont de nombreux exemples, comme l'a montré Jean Gagé, dans l'activité des négociatrices, les commerçantes et les propriétaires et gérantes d'entreprises de tuiles et briques, les filles comme a montré étudié François Chausson, et entre autres, peuvent nous donner des importantes contributions pour l'histoire des femmes dans l'Antiquité, pour avoir une vision plus complète de leur activité économique, et dans notre cas financière, qui sont souvent laissées en deuxième plan par l'historiographie traditionnelle. L'étude de ces femmes peut aussi apporter des contributions pour l'histoire économique et financière du monde romain en général, surtout si ils sont analysés à partir d'une perspective comparée et interdisciplinaire. Merci beaucoup de votre attention. Excusez-moi pour la lecture. Merci, David. Français. Non. Merci de tout cœur pour cet exposé si riche, si stimulant. Il y aura, j'en suis sûr, beaucoup de questions et de remarques. Donc, comme l'on dit en anglais, I open the floor.
Naturalmente il dibattito può essere in qualunque lingua, credo, no? Sì, Assolutamente, sì, sì, no. problemi. David è un poliglotta, com'è peraltro poliglotta il seminario. Non è certamente un seminario anglofono, bisogna dirlo. Bon, David, moi j'ai quelques questions. C'est vraiment une étude tienne très stimulante. Il y a évidemment aussi des points de méthode que tu as soulevés juste au début, en évoquant Cipolla et encore à la fin de ton exposé. Mais bon, mais je vais me borner à une question de source, de documentation. Il y a, me paraît-il, un niveau de continuité entre le public et Principat, n'est-ce pas, dans le phénomène social de Feneratrix. Et je me demande si la documentation change un peu entre le public et Principat. Tu as cité, tu as discuté des inscriptions, mais tu as surtout discuté dans le contexte de ce séminaire de textes littéraires, n'est-ce pas? Et je me demande si en général la documentation sur ce phénomène, sur ce groupe social, est une documentation littéraire ou plutôt épigraphique. Merci pour ta question. Alors, j'ai une impression que de la fin de la République au début de l'époque impériale, on ne voit pas de changement dans ces activités. Le texte de Varan, de Valère Maxime, semble montrer une espèce de continuité. Et c'est pour ça qu'il faut comparer l'activité des hommes et des femmes. Et des femmes sont ce que je vous ai montré, c'est tout. Et nous ne connaissons pas tellement de ces activités. Si vous le connaissez, je serais ravi de les étudier, de mettre dans ces dossiers, mais il n'y a presque pas. Et pour les hommes, par exemple, ces activités des Feneratores, il y a une continuité très claire de la fin de la République au début de l'Empire. Alors, après, pour l'époque des Antonins, on ne trouve presque plus des informations de ce propos. Et ce n'est pas qu'ils disparaissent, mais on ne voit plus la vivacité. Peut-être que c'est parce que le taux était bas et il n'avait pas besoin d'une telle recherche. Les alimentaires, par exemple, qui étaient des institutions alimentaires qui travaillaient sur le prêt d'argent, la base c'était le prêt d'argent, donner aux gens la possibilité de prêts à des intérêts plus bas. Donc, on ne voit plus tellement la présence de ces agents dans les textes, comme juste à l'époque de Néron, ça c'est plus clair. Même sur l'époque de Vespasien, l'arrière-grand-père de Vespasien, si je ne me trompe pas, il était un agent financier aussi. Et c'était le grand-père, je pense. Mais le texte de Callistrate, par exemple, il montre un turning point, un échange. Il y a un silence, mais après, il dit non, aux femmes, c'est exclu le travail à la banque. Il apparaît comme ça. Donc, je pense qu'à partir de ces sources juridiques, littéraires, les épigraphiques, il n'y a pas. On ne trouve pas des sources épigraphiques. Les tablettes des banquiers, elles sont surtout jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais quand on trouve un texte juridique comme ça, surtout quand on lit Gaius, chez Gaius, les interdictions sont plus claires. C'est un travail de la banque, de cinéosome, etc. Je pense qu'il a, dans ce contexte, il y a une différence. Mais il faut s'approfondir et surtout à partir d'une analyse comparée entre les activités des femmes et des hommes. Mais j'ai l'impression que de la fin de la République au début de l'Empire, le mécanisme est le même, à la différence, par exemple, que l'empereur, il peut prêter de l'argent
Auguste, il a prêté de l'argent à des taux très bas. Tibère, il a eu une crise financière à l'année de 33 après Jésus-Christ et après, il a prêté de l'argent. Donc, les sources de prêts et d'emprunts, elles étaient plus diversifiées qu'à la fin de la République, mais le fonctionnement de ce phénomène, il me paraît qu'il était pareil. Merci bien, ça c'est éclairant. Je t'en remercie. Bon, question, remarque, commentaire. Mattia, se stai cercando di parlare, il microfono è spento. No, c'était juste... No, avevo un problema col microfono, con la telecamera, anzi. Ma posso fare un'osservazione in realtà? Scusate, avete pazienza, ma non mi rispondeva bene la... ritornare sull'osservazione che ha fatto Federico, a cui però hai già risposto in maniera molto articolata, sulla mancanza di... la tua risposta sul fatto che non vedi una grande cesura tra Repubblica e Principato. Questo è molto interessante perché ha una prospettiva più ampia dove in effetti noi di fronte a una cesura politica, che comunque siamo abbastanza d'accordo che si tratti di una cesura politica, non corrisponde necessariamente a una cesura del contesto economico. Cioè il decalage temporale dell'economia romana tardo repubblicana e alto imperiale è diverso da quello politico, o sbaglio? Possiamo usare questo esempio che tu hai fatto come una chiave di lettura in quest'ottica più ampia o è troppo poco? Allora, rispondo. Comme en français, si tu préfères en français, Ah, pas de problème. francese? Ok. Oui, oui, c'est parfait, c'est parfait. Ah, d'accord. Très bien. J'ai l'impression que ces activités, elles améliorent à l'époque de l'Empire. Pourquoi? Il y a au IIe siècle avant Jésus-Christ un moralisme sur le prêt d'argent, surtout envers les prêteurs d'argent. Et Caton, il ouvre son œuvre en disant qu'à mon époque, ceux qui prêtaient de l'argent, ils étaient jugés le quadruple. Ils devaient payer 4 fois plus, etc. C'était des criminels, c'était une façon très négative. Ils niaient ces activités, ils essayaient de nier. À la fin de la République, les grands hommes de la politique, ils prêtaient de l'argent tout le temps, et je pense que les femmes aussi. Pour ça qu'il faut... Là, Terentia, par exemple, qui s'est mariée Cinemano, elle avait une quantité d'argent dans son patrimoine, et un de ses problèmes avec Cicéron, c'était la malversation ou le mal usage de l'argent. Donc à la fin de la République, par exemple, le prêt de Brutus au Salaminien de Chypre, par le biais des intermédiaires, c'était un prêt un peu caché. C'était un prêt caché. Alors qu'à l'époque impériale, il ne cache plus. Il ne cache plus. Les prêts de Sénèque, ils ne sont pas cachés. Ils prêtent de la... Alors, il y a une révolte en Britannie, et selon Tacite, c'était à cause des prêts de Sénèque, parce qu'il saignait l'Italie et toutes les provinces. Il y a cet exemple, mais il y a plein d'autres. Pline ne les cache pas. J'ai l'impression qu'il s'est plus ouvert. Ce jugement moral, il n'est plus tellement présent. Même l'empereur prête de l'argent. Auguste a prêté de l'argent, Tibère, Néron, etc. Donc, il y a une ouverture dans ce sens, mais dans un sens de continuité. Ce n'est pas une rupture, dans une continuité. Alors qu'on en arrive chez les Antonins, il faut chercher plus profondément, mais se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'est après l'or des Daces, de la Dacie, la circulation monétaire, mais il y a quelque chose qu'on ne voit plus tellement ces agents dans leur efficacité. Mais sous les Julio-Claudiens et les Flaviens, on les voit. Je suis sûr, à partir de l'analyse de ces sources littéraires, surtout littéraires, parce que les épigraphiques ne mentionnent pas tellement ces exemples, qu'il y a une continuité
très clair entre le 1er siècle avant Jésus-Christ, surtout à partir de la guerre sociale, où on voit l'actuation de ces hommes d'affaires, les négociateurs et aussi les generatores. C'est le moment le plus éclatant. Et depuis la guerre sociale jusqu'au début des Antonins, je vois une continuité avec une ouverture et moins de moralisme. Après, à l'époque chrétienne, ce moralisme le retourne. Au IVe siècle, il y a un retour, mais cela, c'est déjà une autre question, une autre époque. Ok, merci beaucoup. Enfin, tu as raison, c'est vrai qu'à l'époque impériale, il n'y a pas trop de problème à utiliser les termes prêts. Je pense qu'un très fameux passage de Castillon sur ça, non, qu'il parle du fiscus impérial en définant l'activité impériale comme un prêt. Donc, il est appliqué même dans les contextes du domaine fiscal, c'est comme ça. Ouais, on envoie une main levé et une question dans Monsieur la... Carré, je vous en prie. Et puis, on a une question de Claudia dans la chat. Monsieur Carrier, merci. Bonjour. Oui, bon, je salue David, je salue également mes collègues de Newcastle. Et d'ailleurs, oui, la différence entre l'époque républicaine et le Haut Empire, du point de vue du prêt de l'argent, c'est que l'élément qui était moralement le plus contestable dans la vie financière romaine, à savoir les sociétés de publicains, ont vu leur rôle considérablement diminuer. Et par conséquent, c'est peut-être de là que vient une image un peu plus moralisée et un peu moins critique à l'égard de la vie financière et du prêt de l'argent, avec par ailleurs comme conséquence le fait que si on reprend l'idée d'Aldo Schiavone, cette évolution, cette reprise en main de la vie financière par le pouvoir impérial nous a privés d'avoir le capitalisme 20 siècles plus tôt. Ce qui veut dire qu'on aurait eu dans ces conditions vraisemblablement le néolibéralisme 19 siècles plus tôt. On voit tout ce qu'on a perdu, évidemment. Merci, Jean-Michel. Je remercie aussi Jean-Michel parce que toute cette recherche, elle a commencé sous sa direction à l'époque de mon master, quand j'étais son étudiant à Paris, et après sous le doctorat, quand j'étais son élève. Oui, alors, depuis, tu as volé de tes propres ailes. Et... Alors, Claudia m'a posé une question. Oui. Je peux répondre? Évidemment. Alors, le cas des révoltes à propos des intérêts. Il y a presque toujours la présence des generatores, même à Rome ou dehors de Rome. Dehors de Rome, sont différents, ces questions. C'est plutôt à cause de l'élite des ordres dirigeants. J'ai l'impression que les generatores, leur champ d'actuation était la ville de Rome, alors que, comme a bien défendu Verboven et aussi Gendreau, les négociateurs, il y avait un commerce plus large, ultramarin dans la Méditerranée. Et les cas de révolte que nous avons en dehors de Rome à cause du prêt d'argent, il y a toujours derrière un membre de l'élite. Et je ne vois pas les femmes, mais et s'il y avait, c'était quelque chose de tellement caché par l'utilisation des intermédiaires qu'on sait bien que l'origine de cet argent, ce n'est pas de ces intermédiaires, des affranchis, mais c'était quelqu'un riche qui résidait à Rome parce que c'était des quantités exorbitantes d'argent. Mais je n'ai pas la réponse. C'est parce que je n'ai pas étudié tous les cas.
ces femmes riches. Alors, c'est pour ça que j'avais dit que l'étude des affaires d'argent des femmes riches, ils peuvent apporter des contributions importantes pour l'histoire économique et financière et aussi pour l'histoire du genre. Parce que, dans mon impression, le comportement économique, il est très voisin. Il est très voisin parce que ceux qui disent les règles sont là, c'est l'argent. C'est l'argent. Alors, si la femme, elle a un tuteur ou son mariage était sine man ou kumano, ça dépend des situations. Mais je n'ai pas une réponse. Je voudrais bien avoir, parce que ça augmenterait la force de l'argument, mais je n'ai pas. Et dans la ville de Rome, les cas, les problèmes financiers, il y a toujours un fénérato derrière. C'est ça l'impression que j'ai. Par exemple, dans les guerres civiles, les cas sont très nombreux. Il y a un moment que Marc-Antoine, il fait tomber de la roche carpéienne 800 personnes qui ont fait une révolte dans les rues à cause des dettes. Et quand César il a retourné je ne me rappelle plus si c'était Zéla, une bataille de la guerre civile, il a fait des propositions économiques, financières très intéressantes et même d'un point, entre guillemets, moderniste d'une économie moderne qui a résolu le problème. C'était pas différente, je ne veux pas être anachronique, mais pas tellement différente du problème de résolution des crises d'argent aujourd'hui, des crises de crédit d'aujourd'hui. C'est injection de l'argent au marché du crédit. Et cet argent circule et ça finit les crises. Et c'est le cas contraire de Tibère. Tibère, il pensait que la richesse, c'était l'argent qu'il avait dans les coffres impériaux. Et il ne s'est pas aperçu, comme Cicéron et César, que la richesse était l'argent qui circulait et pas l'argent qui était thésaurisé. Cicéron, il écrit que quand l'argent il est retenu, il y a une caritas numero, le prix de l'argent, il augmente. Alors, il a prohibé la sortie de l'argent de l'Italie, quand il était consul à l'époque de Catilina. Et parce qu'aussi, il avait un problème de crise financière, de crise de crédit, autour des fénératores qu'on voit à partir de Salluste et à partir de Cicéron lui-même. Mais il y avait des femmes, non, malheureusement, sont pas clairs. Alors, être trop indiciaire, parfois, c'est un risque. Mais pour faire l'histoire de l'économie, des finances, avec ces croisements de l'histoire des femmes, on n'a pas tellement de choix, même si pour cela, on risque tellement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, il y a le remerciement de Claudia pour la réponse de David. Moi, David, j'ai Merci, Claudia. une question, peut-être deux, mais bon, je vais commencer par une question plus générale, j'espère pas trop générique. Donc, vers le début de ton exposé, tu as évoqué le passage de Salluste, Sempronia et d'autres témoignages littéraires qui semblent indiquer une idée de modalité de consommation typiquement féminine, hein, une certaine propension à la luxuria qui serait très lourdement connotée d'une perspective de genre. Voilà. Si j'ai bien compris, et donc ça, je te demande de l'éclaircir un peu pour moi, il n'y aurait pas, du moins dans les sources qui ont survécu, une définition d'une modalité de prêter l'argent typiquement féminine. Le comportement, la conduite des prêteurs d'argent reste la même pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est vraiment ça l'idée que j'essaie de prouver avec les arguments. C'est que dans le domaine de la domus, de l'oikos, on peut penser comme ça, on peut penser, bon, c'est beaucoup plus ample qu'aujourd'hui. La question domestique, ça n'a aucun rapport.
mais ce n'est pas que la maison qu'il faut gérer et qui est gérée par ces femmes, la maison en tant que maison, mais tout le patrimoine, pendant que, surtout si ce patrimoine appartient à la femme. Donc, mon idée l'idée que j'ai à partir de la lecture des sources, ce n'est pas l'idée que je vais aux sources avec pour chercher de la comprouver, c'est que dans le domaine financier et économique, il n'y a pas tellement de différence. Même si on a peu de sources pour faire une base concrète, il n'y a pas tellement de différence. Alors que les hommes débiteurs, ils sont aussi mal vus. Ce n'est pas que les femmes, les hommes, il y a tout un état j'ai une liste de qualifications négatives autour des hommes débiteurs, des hommes prodiges, des prodigues, des questions somptuaires, du luxe, etc. C'est vrai que les femmes, elles sont plus victimes de ce discours. Et Sallust et Valère Maxime sont le représentant de cette ligne de pensée, imbecilitamentis et d'autres termes assez péjoratifs, mais tout de même, avec le peu des sources, des exemples que nous avons, il paraît que le modus operandi, c'est le même, c'est pareil, il est très proche. C'est ça que je voudrais bien essayer de prouver. Mais Merci. Merci bien. Mais je vous remercie et remercie aussi Claudia pour sa question. Vous n'avez pas remercié. Merci d'être là. Non, c'est nous qui te remercions. Donc, y a-t-il d'autres questions, de remarques? Bon, moi, je vais profiter de ta courtoisie, de ta gentillesse, David. J'en ai encore une, c'est une question un peu générale aussi, mais sur un problème de terminologie, donc peut-être un peu plus ponctuel. La question de professionnalité, de professionnalisme des prêteurs d'argent dans ces contextes. Toi-même, tu as dit, à un moment donné, professionnel entre guillemets, parce qu'évidemment, l'on emploie une catégorie moderne, contemporaine, un contexte qui, me paraît-il, ne l'emploie pas d'une façon explicite. Donc, quelles sont, selon toi, les conditions qui déterminent un statut professionnel d'un prêteur d'argent? Quand devient-on un prêteur d'argent professionnel dans l'art romancienne? Alors, là, c'est le piège que j'ai créé pour moi-même dans ma présentation. C'est le grand problème de l'utilisation des mots et je sais que ça pose des problèmes, surtout parce que c'est un mot moderne. Le mot professionnalisme, professionnel, il vient plutôt du XVIIIe siècle et il est dans le contexte de la naissance de la bourgeoisie, etc., de professare quelque chose et après la suivre. Alors, c'est un peu risqué d'utiliser ce mot pour les generatores parce que c'est moi tout seul qui dis ça. Par exemple, Jean Andreau n'est pas d'accord. Il dit que non, on ne pourra pas parler en tant que professionnel du prêt d'argent parce qu'ils étaient ils prêtaient de façon sporadique et occasionnelle, etc. Alors, et Claudia, elle a repris un peu la question, elle a dit jusqu'où va ce professionnalisme. Donc, je pense que on écrit pour nous, pour parler nos mots, même s'ils sont problématiques. Et si on parle de famille, si on utilise des mots qui sont nés à l'Antiquité elle-même, comme économie, famille, sénateur, etc., on sait bien qu'il y a une grande différence. Ce n'est pas parce que le mot il est né là-bas qu'on peut l'utiliser sans souci. Et la connotation, elle s'est transformée. Mais je reviens un peu à Todorov. Todorov, quand il dit « Qu'est-ce que c'est la littérature ?» La littérature, c'est aussi un mot du XVIIIe siècle. Mais
le manque de mots littérature dans l'Antiquité ne nie pas l'existence de l'expérience de la littérature. Donc, il peut avoir l'expérience même sans les mots. C'est tout là les enjeux de notre profession, et les grands débats, ils naissent à côté donc, surtout dans l'utilisation des concepts. Alors, c'est un mot faible pour l'Antiquité. Professionnel, professionnalisme, il pose des problèmes. Il faut plutôt parler en savoir professionnel. Mais quand je pense que le Fenerato, il a un endroit pour prêter son argent, c'est la Janus Medius, la Basilica Emilia, quand il se présente déjà comme presque une institution, entre guillemets, en faisant les mêmes, on peut faire la prosopographie de 15, par exemple, qu'ils suivent cette activité pendant leur vie. Ils font ça, de cette activité, leur gain, pour survivre. Et il y a même Vitruve qui consacre des pages à parler de leur maison, etc. Je pense, avec toutes les guillemets, de les qualifier autant que professionnels, parce qu'ils professaient dans ce sens cette activité. Ils étaient cherchés par cela. Ce n'est pas pareil quand on dit que Caton était Fenerato. C'est péjoratif, c'est pour le ridiculariser, c'est sûr. Mais il y a d'autres, comme les Feneratrices, qu'on ne les connaît pas en fait. On connaît l'expérience, on connaît le mot, mais à partir de peu de sources que nous avons, même si l'argument est un peu fragile, j'essaye de les mettre dans cet ensemble, même si je suis seul à dire qu'ils sont ainsi que les Argentari des professionnels. Claude Nicollet, dans son bouquin à propos des chevaliers, il mélange tout le monde. Il mélangé aux années 60. Après, Jean Andro a démêlé tout le monde. Il a dit non, ça c'est un groupe, ça c'est un autre groupe. Jean Andro a fait ce travail magnifique. Mais après, les Feneratores, ils flottaient un peu. Il est resté un peu entre le sens péjoratif, employé par l'élite, et le sens professionnel. Et en les regardant, je pense qu'il faut bien différencier l'utilisation péjorative, ce n'est pas professionnel, et après, ce groupe que vraiment prêtait de l'argent différent des Argentari, différent des négociateurs. Alors, il était interdit d'avoir les deux activités. Je ne sais pas. Il n'y a aucun texte qui parle de ça. Je ne connais pas un Fenerato qui était à la fois Argentarius. Je ne vois pas. Mais je préfère, même si c'est assez moderne, sans être moderniste, de parler en professionnalisme, même si je suis souvent critiqué par ça. J'ose. Et jusqu'où va ce professionnalisme? Je ne sais pas vraiment, parce que je ne sais même pas où il commence, dans le sens, si on le compare avec aujourd'hui. Mais si on compare avec aujourd'hui, rien n'est fait, rien peut rester debout. Tout est changé. Donc, avec ces guillemets, je préfère parler de Fenerato en tant que professionnel. Ça me paraît tout à fait convaincant. En fait, moi, je ferais déjà l'économie des guillemets. Tu as défini très clairement quel est l'esprit et le sens de ton opération historiographique. Donc, à partir de cette définition-là, on peut bien faire l'économie des guillemets et parler de professionnalisation. C'est une opération, me paraît-il, interprétative tout à fait convaincante. Mais bon, ça, c'est un jugement tout à fait subjectif. Donc, mais je te remercie beaucoup aussi pour cette c'est moi qui vous remercie de pouvoir répondre à ça, parce que ça me pose des questions et j'étais même préparé un peu pour, j'ai dit, peut-être ça va avoir cette question. Ici, à Rio, par exemple, quand j'ai présenté un travail proche de ça, mais pas celui-là, à propos uniquement d'un sujet, d'un Fenerato, j'étais très critiqué par l'utilisation du mot professionnel. Comme si on devait parler en latin. Utilisons que les mots en latin
il y a les écoles différentes, plus conservatrices dans l'utilisation des mots, et elles sont correctes dans leur interprétation. Et après, j'ai un flirt pour cette école qui fait l'éloge de l'anachronisme à la Nicole Leroux, avec l'attention de l'anachronisme, mais tout en utilisant les mots modernes, entre guillemets, par le moment, parce que je ne me sens pas tellement sûr d'avoir la force de faire face aux critiques tellement nombreuses quand j'aborde cette question historiographique des méthodes. Et Nicolas Sparcel vers la... Oh, Monsieur Carrier, je vous en prie. Bon, oui, moi aussi, je suis tout à fait convaincu par le raisonnement, par la méthode suivie par David à propos de cette question du professionnalisme. On ne peut certainement pas lui faire le reproche auquel s'exposait une collègue américaine que je ne nomme pas, que je ne nommerai pas, qui, il y a quelques années, parlait du job de sénateur, par exemple. Et même dans un ouvrage récent, où je retrouve de nombreux amis d'ailleurs, l'histoire, la storia del lavoro, le fait de consacrer un chapitre justement aux sénateurs et un chapitre aux soldats me paraît malheureux. Non, il y a que, bon, David, très justement, tu t'es engagé dans ces questions de vocabulaire, mais il existe un vocabulaire de la profession et la professionnalité en latin, sauf que le mot qui me paraît correspondre le plus à profession, alors non, il y en a plusieurs, mais bon, il y a art, bien entendu, mais il y a aussi quaestus, c'est-à-dire la profession définie comme un moyen de subsistance, la ressource qui permet de vivre à partir d'une activité. Alors, on peut ne pas l'appeler professionnelle, mais on peut tout aussi bien l'appeler professionnelle. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le fait narrateur, il est connu, entre autres éléments de définition, comme celui qui tire sa subsistance personnelle et ses ressources de cette activité. Donc, de ce point de vue-là, je crois que tu es difficilement critiquable et attaquable quand tu parles, quand tu utilises le terme de professionnel. Merci Jean-Michel, merci à Frédéric et Claudia pour la question. Ça m'a donné l'occasion de me réorganiser aussi et d'essayer de répondre avec les risques d'utilisation des mots. Il faut risquer un peu. Donc, oui, il y a cette phrase mémorable de Nicolas Sparcel vers la fin de son grand article sur Livia, où il dit que si l'on se borne à employer seulement les catégories et la terminologie des anciens, on fait de l'antiquaire. Si l'on veut faire de l'histoire, il faut essayer de travailler aussi sur des catégories qui ne sont pas dans les sources, mais que l'on peut employer d'une façon bien tempérée, raisonnable, sur les sources. Il me paraît plus raisonnable pour sortir de notre château comme on dit, les châteaux d'ivoire. Je ne sais pas cette expression en français, mais en portugais, on dit Tour d'ivoire, peut-être. Oui. En italien. Parliamo in italiano. Bene, meglio così. Bon. Y a-t-il encore des questions, des remarques ou bien peut-être on peut donc remercier très chaleureusement David
pour ce séminaire et pour cette discussion si riche et si stimulante. Merci bien, David. Et l'on nous revoit vendredi prochain, n'est-ce pas, Mathias? Oui? Avec Harriet Flower, si je ne me trompe pas, mais on va, comme d'habitude, envoyer un annoncement plus formel avec les détails de notre rencontre Zoom. Merci bien à tous et spécialement, évidemment, à David. Moi, je vous remercie. Merci bien. De l'invitation et pour toutes les questions, les auditeurs. C'était très intéressant et excusez-moi par la confusion de Non, texte c'était très français. clair. C'était tout à fait très clair Merci, et David. très bien argumenté.